Rouquette nous rejoignent. Donc je vous propose de le faire. Et puisque cet après-midi va être et a été organisé en coopération entre Police, Expo et Futurible, je commencerai par quelques mots sur la revue Futurible. Alors rassurez-vous, le mot Futurible n'est pas la contraction de futur terrible, mais celle de futur possible. Et la revue Futurible est une revue à caractère résolument transdisciplinaire, prospective, qui ne porte pas sur, c'est pas de la futurologie, qui porte sur le monde actuel au travers de sa dynamique temporelle longue, sur les grands enjeux à moyen et à long terme, et c'est ça l'intérêt de la prospective, et sur les stratégies que les différents acteurs, publics et privés, peuvent adopter face à ces enjeux et eu égard à leur pouvoir respectif et à leur vision aussi respective qu'ils se font d'un avenir qui serait plus souhaitable que désagréable. Alors, cette prospective qui aujourd'hui est beaucoup plus répandue dans les territoires et au sein de nos collectivités locales qu'au sein de l'État, même si autrefois c'était plutôt l'apanage de l'État à la grande époque du commissariat général au plan, notamment de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, à l'action régionale. La prospective aujourd'hui s'est largement répandue dans les collectivités territoriales et à mon sens c'est une très bonne chose. Alors pour ceux néanmoins qui ne sont pas familiers avec ce concept, le concept est mis un peu à toutes les sauces aujourd'hui, la prospective est à la mode, je rappellerai brièvement ce que recouvre la prospective. Alors d'abord, d'où vient-elle ? Elle vient essentiellement dans son acceptation moderne de Gaston Berger, qui publie en 1957 un article en disant « Jusqu'à présent, lorsqu'on s'intéressait au futur, on se contentait de prolonger les tendances du passé. » C'est de l'extrapolation, c'est au mieux des modèles de prévision calqués sur le fonctionnement de notre société dans le passé qu'on prolonge. Gaston Berger nous dit quoi ? En 1957, on entre dans un monde de plus en plus turbulent, incertain, les changements vont de plus en plus vite, ont des conséquences en cascade. Moralité, quand on réfléchit à l'avenir, il faut cesser de se contenter d'analogies, de précédents ou d'extrapolation. Il faut arrêter d'extrapoler les tendances du passé. Il faut aujourd'hui faire œuvre de prospective. Une fois qu'il a dit ça, il n'en dira pas beaucoup plus. D'abord parce que Gaston Berger meurt dans un accident de voiture quelques années plus tard. Et ensuite parce que c'est plus un philosophe qu'un praticien de la prospective, même si dans le secteur de l'éducation, notamment, il a appliqué un certain nombre des idées qui étaient les siennes. À 2 ans d'intervalle, un autre joue un rôle important dans l'essor de la prospective en France, c'est Bertrand Jouvenel, qui en gros dit s'agissant du passé, les faits sont là, on les connaît plus ou moins bien, il y a bien sûr des interprétations diverses du passé, mais les faits sont là, je ne peux pas les changer, je peux au mieux essayer de les connaître, y compris en consultant des historiens et autres. Alors que le futur, c'est du non-fait, c'est de l'indéterminé. Et donc, s'agissant du futur, là, nous avons une grande liberté de manœuvre. L'avenir, il est domaine de pouvoir et de liberté. D'accord ? Alors, moi, j'ai repris cette idée de pouvoir et de liberté que je vous présente rapidement. Ça, c'est pas la peine, c'est fait. Voilà, ça, c'est les 2 citations que j'évoquais. Et j'ai repris cette notion de pouvoir et de liberté sur lequel je vais essayer de m'expliquer rapidement. Le premier, je dis l'avenir est domaine de liberté. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Sous réserve que nous fassions preuve d'anticipation, faute de quoi on est acculé à ne gérer que les urgences. L'avenir est domaine de pouvoir, oui, sauf que dans nos territoires, il y a une pluralité d'acteurs dont les pouvoirs sont inégaux et qui ne rament pas toujours dans la même direction. Et l'avenir est domaine de volonté,
parce qu'encore faut-il que nos territoires aient un projet autour duquel ils réussissent plus ou moins à fédérer les talents, les énergies, l'intelligence de tous. Alors quand je dis l'avenir est domaine de liberté, ça renvoie à l'anticipation, pour employer un autre mot, à l'exploration des futurs. Et l'exploration des futurs, pour moi, elle s'enracine assez largement dans un travail qui, au départ, est un travail de veille, que d'autres appellent d'intelligence stratégique, d'intelligence territoriale, ou que sais-je encore. Mais l'avenir, si j'ai opposé au début le passé, domaine des faits accomplis, à l'avenir, domaine de l'action humaine, sachant qu'entre le passé et le futur, il y a le présent. Et la prospective commence par une analyse de la situation actuelle d'un territoire, en essayant de faire le tri dans ce territoire entre ce qui est de nature conjoncturelle, anecdotique, qui a de grandes chances de faire la une des médias, et puis ce qui, d'un autre côté, constitue ce qu'on appelle dans le jargon des tendances lourdes. Le changement climatique est une tendance lourde, le vieillissement démographique est une tendance lourde, ou des faits porteurs d'avenir, donc des tendances qui commencent juste à émerger. Et là, le premier défi va être de nous représenter correctement les territoires sans nous tromper, je dirais, entre la carte et la réalité. D'accord ? Alors, on a là aussi, inflation de gros mots, il y a des radioscopies de territoire, il y a des dispositifs de veille, d'intelligence stratégique, il y a des observatoires. Alors, si vous me permettez une anecdote, moi j'ai travaillé longtemps dans Rennes Métropole, et à Rennes Métropole, c'était le bonheur, il y avait 8 ou 10 observatoires à l'époque. Il y avait un observatoire de l'habitat, un observatoire du travail, un observatoire des déplacements, je ne vais pas tous les citer. Chacun travaillait en silo dans son coin, alors qu'il était assez facile de comprendre que, par exemple, les déplacements à l'époque s'effectuaient principalement entre le domicile et les lieux de travail. Donc, et qui plus est, cet observatoire, par souci sans doute de sérieux, était dirigé en général par des anciens NSAE qui ne juraient que par des données chiffrées. D'accord ? Et donc, ils avaient, dans le meilleur des cas, des données sur la haie N-1, N-2, N-3, ce qui est mieux que rien. Mais ça n'est pas suffisant parce que la dynamique d'un territoire, elle repose aussi très largement sur ce qu'on appelle couramment des variables molles. Est-ce que les gens ont un sentiment d'appartenir à un territoire? Est-ce qu'il y a des relations de confiance entre les acteurs? Ces variables molles, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas les compter qu'il ne faut pas les prendre en compte. Donc, quand on fait un travail de diagnostic du territoire, il faut être bien sûr qu'on retient les facteurs qui sont essentiels et voir ce qu'on est capable de dire sur eux. Ensuite seulement, on va passer de l'exploration, de la connaissance du territoire à l'exploration de ces futurs possibles. Et très souvent, cela prendra la forme de scénarios. Un scénario, c'est quoi? C'est une histoire potentielle de l'avenir d'un territoire qui comprend généralement la base, la situation actuelle, les cheminements, les si alors, et puis des images finales. Ne nous leurrons pas, un scénario, aucun scénario n'a vocation à prédire le futur. D'accord ? Aucun scénario n'a vocation à prédire le futur. Avec un peu de chance, les scénarios sur un territoire auront ensemble vocation à éclairer quels sont les enjeux à 5, 10, 20, 30 ans auxquels ce territoire risque d'être confronté, et à charge ensuite d'explorer face à ces enjeux qui sont les acteurs et quelles sont leurs stratégies plus souvent implicites qu'explicites, leurs jeux d'alliance et de conflit sur ce territoire. Voilà ce que va faire la prospective qu'on appelait autrefois exploratoire, et le terme était bien choisi, puisqu'elle ne vise qu'à explorer le champ des futurs possibles. À quoi sert-elle cette prospective? Je vais utiliser une métaphore. Un élu dans un territoire, il est un peu dans la position du capitaine d'un bateau qui, à bord, en principe, a deux types d'instruments. La vigie, d'ailleurs le système de veille de Futurib s'appelle le système vigie, et le gouvernail.
chacun de ces instruments a une fonction particulière, distincte du précédent, mais éminemment complémentaire. La vigie, à quoi sert-elle? D'alerter le capitaine avant que le Titanic s'échoue dans l'iceberg, si j'ose dire. La vigie est là pour vocation de fournir des éléments d'information à partir desquels on va pouvoir essayer de répondre à que peut-il advenir sur l'océan sur lequel je navigue, quel autre navire risque de croiser ma route sur ce même océan, etc. Et si on a une vigie un peu orientée aussi sur le bateau, elle permettra éventuellement d'identifier des dysfonctionnements liés au moteur ou liés aux relations qu'il y a entre les membres de l'équipage. Là, on est dans l'exploration de l'environnement sur lequel on est. Et puis, fort de cela, le capitaine, alerté avant que l'incendie soit déclaré ou que le navire soit échoué, le capitaine va se poser la question comment puis-je œuvrer sur le gouvernail, et ceci va dépendre assez largement d'ailleurs de savoir s'il a un objectif, une vision. Souvent on cite cette phrase qu'on attribue à Sénèque qui aurait dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Le même vent peut être un handicap pour un bateau, tandis qu'il sera une opportunité pour un autre, etc. On voit ça à longueur de temps quand on travaille sur les tendances et les enjeux de l'environnement stratégique. On voit ça dans les entreprises, on voit ça dans les administrations, on voit ça dans les collectivités locales. Donc quand on passe à cette question du gouvernail, là viennent se poser des questions de pouvoir et de volonté. Et je dirais sur le pouvoir, que aucun d'entre nous n'a tout pouvoir, et surtout pas dans une collectivité locale, n'a tout pouvoir de fabriquer l'avenir de ses rêves. D'accord ? On compare souvent la prospective au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est d'une simplicité enfantine comparé à une prospective territoriale. Pourquoi? Parce que sur un jeu d'échecs, vous avez des pièces qui évoluent suivant des règles du jeu qui sont pérennes, sauf évidemment si vous avez affaire à un tricheur, et elles évoluent sur un échiquier dont le périmètre est bien connu, dont le nombre de cases est fixe, alors que dans un territoire, on a une multiplication d'acteurs plus ou moins visibles d'ailleurs, qui disposent de pouvoirs assez largement inégaux, qui interagissent d'ailleurs sur des périmètres différents. Et donc là, il va se poser la question de savoir quelle est la marge de manœuvre spécifique du responsable du territoire qui vous intéresse, quels sont les autres acteurs avec qui il peut faire alliance, etc. Ça entre complètement dans l'analyse de la prospective. Une fois que vous avez rappelé cette remarque évidente, je terminerai par l'idée de volonté que j'ai évoquée. Très souvent, oui, sur le pouvoir, vous savez, la phrase qu'on cite toujours, c'est celle qu'on attribue à Talleyrand, qui disait « Quand il est urgent, c'est déjà trop tard ». Un des gros problèmes de nos décideurs, notamment dans la sphère publique, y compris au niveau local, c'est bien souvent d'attendre que l'incendie soit déclaré pour réagir. Quand l'incendie est déclaré, je dirais c'est déjà trop tard. Les circonstances ont pris le pouvoir sur les élus. Les élus n'ont plus vraiment de marge de manœuvre. Donc la condition même du pouvoir, c'est l'anticipation. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu les marges de manœuvre des acteurs, vient la question du projet de territoire ou de la vision que l'on s'en forge d'un territoire non seulement souhaitable, mais réalisable, qui peut agir quand, comment, sachant que quand je dis souhaitable, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas souhaitable uniquement en fonction des techniques disponibles, c'est surtout souhaitable en fonction des valeurs et notamment de la conception que l'on peut se forger
de l'avenir le plus souhaitable d'une collectivité, eu égard à des choix, par exemple en termes de cohésion sociale, par exemple en termes de soutenabilité du modèle économique, par exemple, on pourrait multiplier les exemples à n'en point finir. Donc, la prospective, j'ai évidemment joyeusement oublié de passer les diapos. La prospective, là c'était la métaphore du navigateur et de l'élu. Ça, c'est quand il est urgent, c'est déjà trop tard. On n'a plus le pouvoir est piloté par les événements. La condition sine qua non du pouvoir, c'est d'avoir fait à minimum preuve d'anticipation. Le curieux théâtre d'opération, j'y reviens pas, c'est l'idée de l'échiquier ou la métaphore de l'échiquier. Et puis, il n'est de vent favorable que pour celui qui le sait où il va. C'est ce que j'ai voulu souligner en disant, on vous parle beaucoup en termes de stratégie, d'opportunités et de menaces et de forces-faiblesses. Nous, ce qu'on observe à Futurisme, animant un système de veille sur l'environnement stratégique des organisations, c'est que la même tendance, encore une fois, peut être indifférente pour un acteur, une opportunité pour un deuxième et une contrainte pour un troisième. Je terminerai juste par un enseignement que moi je tire de plusieurs dizaines d'années de prospective territoriale en France et à l'étranger, pour dire méfiez-vous, beaucoup de territoires qui prétendent engager une démarche prospective ont plus souvent à tort qu'à raison le sentiment que leur avenir dépend essentiellement de l'environnement extérieur. Alors sur l'environnement extérieur, incidemment, vous avez une abondante littérature disponible, et ils ont tendance à surestimer cet environnement extérieur en disant ça va mal ici parce qu'il y a du changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas notre faute. Ça va mal ici parce qu'on n'a pas de réseau de transport. Ça va mal ici parce qu'on a une concurrence déloyale par la Chine. Ça va mal, etc. Alors qu'en réalité, ce qui ressort de la plupart de ces exercices, c'est qu'on a beaucoup trop de territoires qui sont en panne de projets, qui sont en panne de vision, et surtout de territoires où on ne trouve ni femmes ni hommes pour porter les projets. Il faut porter le projet. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, et je regarde l'heure pour ne pas trop déborder. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction sur la prospective qui va être un peu présente tout au long de cet après-midi et qui sans doute va vous être présentée un petit peu différemment par Aymeric Bourdin, que je salue, qui est directeur de l'Institut des transitions. Avez-vous des questions ou une question sur la prospective territoriale? Alors, Aymeric,